Bonjour tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais revenir avec vous sur l'intervention d'une avocate dans l'affaire Naël. J'ai déjà parlé de cette affaire dans une vidéo dont le lien est dans la description. Je rappelle donc juste vite fait que c'est à propos d'un contrôle de police qui a dégénéré, dans lequel des policiers ont poursuivi un jeune de 17 ans, Naël, à bord d'une Mercedes qu'il n'avait pas le droit de conduire et qu'il a tenté de semer la police en mettant en danger des civils. La course s'est terminée alors qu'il semble avoir tenté de fuir à nouveau, mais l'un des policiers lui a tiré dessus et le jeune Naël est malheureusement mort peu de temps après. Naël n'était pas seul dans la voiture, il était accompagné de deux copains, eux aussi mineurs, et l'avocate de l'un d'eux, Fouad, le passager, s'est exprimée dans cet entretien dont le lien est aussi dans la description. Et je voulais revenir avec vous sur ses déclarations, car cette avocate n'est pas très claire, je trouve, dans ses propos. C'est elle déjà qui donne les explications que la voiture serait repartie toute seule, car le jeune conducteur sans permis aurait été sonné par des coups de crosse reçus à la tête. D'incompréhension, le coup de crosse, c'est quand même quelque chose de violent, surtout quand c'est le troisième, et qu'à partir de ce moment-là, le pied se serait légèrement enlevé de la pédale, et considérant qu'il s'agit d'une voiture automatique, la voiture a gentiment avancé, et il n'aura fallu qu'à peine quelques secondes pour que le coup soit lancé. J'ai déjà exprimé le fait que cela me paraissait un peu douteux, mais pas impossible. On aurait frappé Naël avec des coups de crosse, 3 fois. Ça n'apparaît pas dans la vidéo. Et Naël, il repart en trombe, hein. Il repart pas lentement, comme certains disent. Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il est reparti parce que la voiture était automatique et qu'il ne l'a pas fait exprès. Mouais. En tout cas, cette vidéo est insuffisante pour se prononcer définitivement. C'est pour ça que je rappelle que je pense personnellement que les torts sont partagés dans cette affaire, entre le policier qui n'aurait pas dû tirer, surtout s'il a été violent au moment de l'interpellation, mais que le jeune Naël a vraiment sa part de responsabilité, car il a conduit n'importe comment, sans permis, sans assurance, et qu'il a tenté de fuir en mettant en danger les gens et en multipliant les infractions. Ce qui a très certainement laissé penser que c'était un individu dangereux et qu'il fallait l'arrêter au plus vite avant qu'il ne renverse quelqu'un. Mais on ne va pas trop y revenir, j'en parle déjà dans la vidéo précitée. Oui. Et tu crois pas aussi que le motif est raciste? Et tu serais pas un peu raciste, toi aussi, à sans cesse dire que tout est de la faute de Naël? Bah non, désolé, mais non. À aucun moment je ne fais allusion au fait que Naël était arabe. Il aurait été blanc, j'aurais dit la même chose, hein. C'est plus la famille de Naël et son soutien qui mettent l'accent sur ce fait. Ah non. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. Alors que rien ne laisse supposer que le flic a tiré parce qu'il était maghrébin ou autre. Après, le flic est peut-être raciste, hein. Moi j'en sais rien, je le connais pas. Mais rien ne le laisse supposer en tout cas. Et j'ai dit plusieurs fois que les torts semblent partagés. Moi je dis que le flic a tiré parce qu'il était arabe. C'est vous qui le dites, hein, on n'en sait rien. Mais n'essayez pas de faire passer pour du racisme ce qui ne l'est pas forcément. Bon, tant pis. Alors voyons plutôt donc les déclarations de l'avocate du passager. Déjà une question essentielle que je me pose. Son client, Fouad, qu'est-ce qu'il a dit à Naël durant la course-poursuite? Parce que durant cette folie où le jeune Naël a tenté de semer les flics et s'est cru dans une partie de GTA grandeur nature, c'est pas possible que ses potes qui étaient dans la voiture avec lui ne lui aient rien dit. Le Fouad, là, il a forcément dit quelque chose. Mais quoi? Est-ce qu'il leur aurait dit « Mais Naël, arrête de faire le con! Arrête-toi! Tu vas aggraver notre cas! Et on va avoir un accident !» Ou est-ce qu'il aurait plutôt dit à Naël « Vas-y, accélère! T'occupe pas du feu rouge! Vas-y, fonce! Sème-les, ces flics !» A-t-il dit à Naël de se rendre? D'arrêter de faire l'idiot? Ou au contraire, l'a-t-il encouragé, incité, voire poussé à engager cette course-poursuite avec la police? Son avocate n'évoque rien sur ce fait. Pourquoi? À mon avis, parce que si son client avait effectivement incité Naël à se rendre, et que Naël ne l'a pas fait, et a continué à faire l'imbécile, bah ça détruirait davantage son image de petit ange revendiqué par sa famille et ses proches. C'est un gentil garçon, si vous le voyez. Un beau garçon, il est gentil. Naël était mon fils. Respectueux, gentil. Toute la journée, on faisait rien de spécial, c'était pas un garçon méchant. Et l'avocate ne va donc pas faire ça. Elle va pas s'attirer les foudres des proches de Naël, sachant qu'elle défend un de ses amis. Et dans le cas où son client aurait incité Naël à commettre toute cette folie, elle ne va pas non plus l'avouer, ça incriminerait son client.
ce qu'elle ne va évidemment pas faire. Il est entendu en qualité de témoin. Cet adolescent de 17 ans, il n'est absolument pas mis en cause de quelque façon que ce soit sur la question... Dans les deux cas, cette avocate, elle est obligée de faire profil bas. Et dans cet entretien, ça se voit qu'elle fait profil bas. Parce que la majorité des questions qu'on lui pose, soit elle répond pas, soit elle répond à côté. On lui demande la version des faits de son client, le passager de Naël, sur les infractions commises par Naël avant l'interpellation, afin d'évaluer la dangerosité de Naël. Et elle répond complètement à côté. Pour qu'on comprenne bien les circonstances dans lesquelles ce drame a pu arriver, explique que ce matin-là, la voiture roule dangereusement dans une voie de bus avant qu'il y ait un premier contrôle. Est-ce que votre client a pu apporter des précisions sur effectivement les quelques minutes, le quart d'heure, la demi-heure avant le coup de feu ? Oui, il a apporté des précisions sur ce qui s'est passé avant, mais il me semble, moi, fondamental de revenir sur ce qui s'est passé sur le moment. Et bien évidemment, moi, je vais peut-être apporter quelques précisions sur ce qui a pu être dit. Mon rôle n'est pas aujourd'hui de vous narrer ce qui a été dit devant l'IGPN. Cette audition de témoin, elle a été confiée à l'IGPN dans le cadre de cette information judiciaire et la justice apportera son œuvre. Mais ce que Vous voyez un peu la manière dont elle fuit la question et qu'elle refuse de parler de ce qui pourrait mettre son client et la famille de Naël dans l'embarras, et ensuite elle embraye sur autre chose. C'est de l'évitement. Après, on lui expose la version de l'avocat du policier, et on la confronte par rapport à la version de son client. Elle répond pas. Évidemment, il n'a pas voulu tuer le chauffeur. Il a visé vers le bas. Il essaye de tirer la jambe du conducteur. Et à ce moment-là, il est poussé, et on le voit parfaitement sur la vidéo. Il déclenche son tir dans une région thoracique qu'il ne souhaitait évidemment pas atteindre. Il a estimé que c'était nécessaire, et c'est sa position, et sa position, elle est conforme au droit. Maître, votre client a entendu cette version des faits, j'imagine, en tout cas opposée à son récit. Oui, il me semble, moi ce que je tiens aussi à vous rappeler, c'est que de toute façon, on entend quand même beaucoup de choses, quoi qu'il arrive. C'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, mais aussi parce que la France est sincèrement touchée par ce qu'il s'est déroulé mardi dernier. Elle ne répond pas du tout. Une fois encore, elle va changer de sujet. Ce qu'il s'est déroulé mardi dernier. Je dois vous rappeler une chose. Mon client a bien été entendu pour que ce soit aussi clair, parce qu'il peut y avoir certaines tergiversations sur ce sujet. Mon client, lorsqu'il a été entendu hier, et même dans les jours à venir, il est entendu en qualité de témoin. Cet adolescent de 17 ans, il n'est absolument pas mis en cause de quelque façon que ce soit sur la question... Elle détourne le sujet pour parler d'autre chose, pour éviter ce qui semble l'embarrasser. Et après, c'est peut-être des signes de timidité, parce qu'elle est jeune, cette avocate. Donc elle est peut-être pas habituée à s'exprimer comme ça en public. Mais la façon dont elle baisse les yeux comme ça, et sa manière de bafouiller... Il me semble, moi ce que je tiens aussi à vous rappeler, c'est que de toute façon, on entend quand même beaucoup de choses, quoi qu'il arrive. C'est une... Ça semble dénoter une forme de gêne par rapport à ce qu'on lui rapporte et les questions qu'on lui pose. Moi, ce que je tiens aussi à vous rappeler. Moi, je tiens à vous rappeler. Une petite formule pour éluder et pour passer à autre chose. Elle cherche à diriger la conversation pour qu'on ne parle pas de ce qui la dérange et qui pourrait peut-être, qui sait, compromettre son client. Et elle cherche à ramener ses interlocuteurs dans sa zone de confort à elle, ce dont elle veut parler, elle. On lui demande ce qu'elle pense de la version du policier. Elle se contente de dire... c'est que de toute façon, on entend quand même beaucoup de choses, quoi qu'il arrive. C'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée. Oh, on entend beaucoup de choses. Mais on s'en fout de ce que les autres disent. On lui demande, elle, ce qu'elle pense de la version du policier, et ainsi de confirmer ou infirmer la version de son client. Pas de réponse. Et peu de temps après... Dernier. Je dois vous rappeler une chose. Je dois vous rappeler une chose. Encore ? Elle cherche encore à diriger la conversation. Elle continue. Et elle passe encore à autre chose. Il est entendu en qualité de témoin. Cet adolescent de 17 ans, il n'est absolument pas mis en cause de quelque façon que ce soit sur la question... Mon client n'est pas mis en cause. Mais c'est pas du tout de ça qu'on lui parle.
Les journalistes n'ont proféré aucune accusation envers son Fouad. Alors pourquoi elle parle de ça? On dirait qu'elle essaye de fuir les sujets qui la dérangent et qu'elle veut juste parler de ce qui l'arrange, elle, et en déduire ce qu'elle veut déduire. Son client n'a rien fait, c'est une victime, il n'y a pas à chercher plus loin. Et elle ne fait pas que dire que son client n'a rien fait, elle le victimise encore et encore, comme si elle cherchait vraiment à faire de lui un martyr, et comme si elle avait peur qu'on remette en doute l'implication et l'innocence de son client. Il regarde la vidéo en boucle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer mardi dernier, comment on en est arrivé là. Et je pense qu'il a des images vraiment cauchemardesques des faits, notamment l'agonie de Naël. Il regarde la vidéo en boucle? Sérieusement? Quand on subit un stress post-traumatique, on fuit tout ce qui nous rappelle l'événement traumatisant généralement. On a peur par exemple de retourner sur les lieux où on s'est fait agresser, de revoir la personne, etc. S'il est traumatisé au point d'avoir des cauchemars, mais qu'il revisionne la vidéo de l'événement qui l'a traumatisé, moi ça me paraît étrange. Et en plus, elle est vague encore une fois, l'avocate. Elle dit « je pense qu'il a des cauchemars ». Une fois encore, elle paraît même pas convaincue elle-même de ce qu'elle avance. Bien sûr, on peut comprendre que son client soit choqué. Un jeune homme, en plus son copain, qui se prend une balle sous ses yeux, assez glauque quand même. Mais au lieu de répondre aux questions, elle répète encore et encore que son client est innocent et qu'il est traumatisé. Mais on ne remet pas ça en doute, donc elle n'a pas besoin de le rappeler. Mais elle le fait quand même, comme si le but était d'éluder les questions sur l'implication de son client dans tout ce qui s'est passé. Ah, je m'attends au pire. Oui. Mais c'est son avocate. Tu peux pas lui reprocher de défendre son client et de mettre l'accent sur le fait qu'il souffre d'avoir vu son copain mourir, abattu d'une balle sous ses yeux quand même. Non, je le redis, je comprends bien que c'est traumatisant. Mais ce que je reproche à cette avocate, c'est qu'elle ne répond pas aux questions qu'on lui pose, et qu'elle cherche à chaque fois à changer de sujet. Et sa manière de rappeler que son client est innocent et qu'il est traumatisé, au lieu de répondre aux questions, ça ne me paraît pas naturel et ça semble dissimuler des choses. Moi, c'est ce que j'observe. Après, je vais en dire encore plus. Mais moi, je pense qu'elle est là pour défendre son client et donc rappeler qu'il souffre. Et que c'est pas à elle de dire ce qui s'est passé. En tant qu'avocate, elle pourrait donner plus de détails, si ça peut disculper davantage de son client. Si elle ne le fait pas, selon moi, c'est qu'il y a des choses pas très nettes. Voilà. Soit sur la question du refus d'obtempérer ou autre, cette question-là n'est jamais venue dans les débats. Il est entendu en simple qualité de témoin. Cette question-là n'est jamais venue dans les débats. Mais pareil, pourquoi elle insiste? Ce n'est pas du tout ce dont on parle, encore une fois. Alors qu'on devrait, mais justement, elle démontre bien qu'elle ne veut pas en parler. Mon client n'a rien fait, point barre. Une fois encore, cette avocate, elle est très évasive. Elle répète que son client est traumatisé par la violence des policiers. Ça doit être reconnu aujourd'hui comme un véritable préjudice, comme un véritable choc traumatique. Et s'ils avaient renversé et tué quelqu'un avec leur bolide, en grillant les feux et autres, ils n'auraient pas été traumatisés, peut-être. Alors oui, c'est traumatisant ce qui leur est arrivé. Mais si son client avait incité Naël à fuir, quitte à mettre en danger les autres, elle sait que ça incriminerait son client. Et bizarrement, est-ce que ce serait pas pour ça qu'elle insiste sur le fait que son client est blanc comme neige et n'est pas mis en cause? C'est un peu bizarre qu'elle insiste là-dessus, alors qu'on ne lui pose même pas la question. Vous pouvez vérifier en cliquant sur le lien dans la description. À aucun moment, les journalistes sur le plateau TV n'incriminent son client. Vous savez, quand on est convaincu de ce qu'on dit, on le dit une fois, avec conviction, mais on le dit qu'une seule fois. Sauf si l'individu en face fait mine de ne pas vous entendre. Là, vous répétez plusieurs fois parce que vous avez devant vous quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui fait le sourd, ou qui refuse de tenir compte de ce que vous démontrez. Mais sinon, quand on croit à ce qu'on avance, on n'éprouve pas le besoin de le répéter, surtout quand ce n'est même pas le sujet. Et on n'éprouve pas le besoin de victimiser son client à outrance, comme si on cherchait à dire « il n'est qu'une victime dans cette histoire, et non un coupable ». Surtout quand ce n'est pas le sujet non plus, surtout quand on ne remet même pas ça en doute. Si la personne ressent le besoin de répéter encore et encore, c'est souvent que elle-même, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle dit, et qu'inconsciemment, elle projette ses incertitudes sur son interlocuteur, en partant du principe que si elle-même, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle dit, son interlocuteur ne le sera pas non plus. Pourquoi votre interlocuteur vous croirait
si vous-même, au fond de vous, vous savez que ce que vous dites est partiellement, voire totalement faux? Et pourquoi votre interlocuteur verrait votre client comme une victime innocente si vous-même, vous avez des doutes et que vous vous dites qu'au fond, il n'est peut-être pas si innocent que ça et qu'il a une part de responsabilité? Une personne dans cette situation va éprouver le besoin de se rassurer et de se convaincre elle-même davantage, en convainquant l'autre personne, en lui répétant la même chose, même quand cette autre personne ne remet même pas en cause ce qu'elle lui dit. C'est aussi le principe de l'auto-persuasion, dont font usage certains fanatiques religieux et des gourous de sectes. Ils répètent ou se répètent en boucle que Dieu existe, que Dieu les aime, que Dieu les enverra au paradis sous telles conditions. Ils s'alimentent de ce genre de doctrine en lisant, relisant sans arrêt leur Bible, en écoutant, réécoutant sans arrêt les sermons, les psaumes, qui souvent sont très rébarbatifs. J'en sais rien, c'est juste que je considère Jésus comme un ami. Et tout en fuyant et en éludant ceux qui remettent leurs croyances en doute. Et laissez-moi demander ça. C'est possible que d'autres croyances religieuses soient fondées sur des mythes? Cette interview est finie. Dieu a créé le monde en 7 jours. Au revoir à tous. L'avocate fait un peu pareil. Elle répète que son client n'est en rien responsable, qu'il est traumatisé, et elle fuit les questions qui la dérangent, en rabâchant ce qu'elle semble vouloir croire et vouloir faire croire. Mon client souffre, il n'est coupable de rien, c'est une victime. L'avocate du policier fait un peu la même chose. Évidemment, il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. C'est que l'instant d'avant, cette voiture avait manqué d'écraser des piétons et des cyclistes. Si elle poursuit sa route, sur 100 mètres et qu'elle écrase une famille, qui sera responsable? Vous voyez? Est-ce qu'il ne fallait pas l'arrêter? Alors, il fallait l'arrêter. Et la mère de Naël, encore plus. Elle passe son temps à essayer de faire passer son fils pour un ange, jusqu'à nier l'évidence. Il n'est pas délinquant, mon fils. C'est pas un voyou. Je suis désolée, c'est pas un voyou. Il manquait de rien. Je lui ai acheté tout. J'avais qu'un enfant. Les délinquants ne sont pas tous des pauvres. C'est vrai que la pauvreté favorise la délinquance. Mais c'est pas parce qu'on manque de rien qu'on peut pas basculer dans la délinquance. C'est même des fois le contraire. Certains gosses de riches, pourri gâtés, s'imaginent qu'ils ont tous les droits, et ils font n'importe quoi. Je refuse de parler, et si ça vous défrise, c'est pareil. Pardon? Mon père est avocat. Je connais mes droits. Oui, je le confirme, on dirait bien que votre père est avocat, mais pas le genre d'avocat qu'on appelle pour une affaire criminelle. Parce que moi, la question que je me pose aussi. Encore un bon moyen de diriger la conversation. Limite, on la fait venir pour répondre à des questions, mais c'est elle qui les pose en fait. Et les questions qu'on lui pose, elle n'en a cure. Vu que vous m'interrogez aussi sur les déclarations qu'a eu l'avocat des policiers. Elle revient sur les déclarations de l'avocat du policier. Ah. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une famille endeuillée. Il nous reste la mémoire de Naël. Mais pour finalement encore faire de l'évitement et victimiser son client. Mais ce qui nous reste fondamentalement dans ce dossier, ce sont aussi des images, une vidéo. En plus, quand elle dit « la vérité ne pourra pas être travestie », c'est que cette vidéo, elle est la preuve que la vérité judiciaire dans ce dossier, elle ne pourra pas être travestie de quelque façon que ce soit. Bah si, justement. Cette vidéo ne montre pas tout. Déjà, elle ne montre pas ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après, ni de l'autre côté de la voiture. Et donc, elle peut être interprétée de plusieurs façons différentes. Et cette avocate, je pense qu'elle voit un petit peu ce qu'elle a envie de voir. Et justement, elle donne une interprétation qui l'arrange bien. Le troisième coup de crosse aurait été le coup un petit peu de trop qui a fait perdre aussi l'équilibre à Naël. Le pied se serait légèrement enlevé de la pédale et considérant qu'il s'agit d'une voiture automatique, la voiture a gentiment avancé. Et qui évidemment est différente de l'interprétation de l'avocat du policier, qu'elle n'a même pas commenté, je rappelle. Il essaye de tirer la jambe du conducteur. Et à ce moment-là, il est poussé, et on le voit parfaitement sur la vidéo, il est poussé par la voiture et il se retrouve avec le canon qui monte. Donc, quand elle dit que la vérité ne peut pas être travestie, elle démontre exactement le contraire. Puisqu'après avoir entendu l'interprétation de la partie adverse, elle en donne une totalement différente, sans même démontrer, ni même expliquer en quoi sa version à elle serait plus crédible que celle du policier. Parce que le moins qu'on puisse dire,
c'est que son interprétation à elle est vraiment douteuse. Comme quoi la voiture est repartie gentiment, selon ses termes, parce que Nahel a été à moitié assommé par des coups de crosse. Je vous le dis franchement, moi, j'y crois pas. Après, je suis pas l'incarnation de la vérité, hein. Mais par rapport à ce qui a été dit et observé, cette version, j'y crois pas. La voiture, elle repart pas gentiment, hein, loin de là. La manière dont elle repart, c'est pas comme si on avait légèrement appuyé sur l'accélérateur ou relâché l'embrayage. Oui, je sais, c'est une automatique. Mais elle repart pas du tout comme si on avait genre relâché le frein à main sur un faux plat. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les coups de crosse, on ne les voit pas. Et ça paraît très douteux qu'il ait pu s'écouler plusieurs secondes entre le dernier coup de crosse, s'il y en a bien eu, qui a assommé Nahel, le début de la vidéo, et la voiture qui repart rapidement plusieurs secondes après. Comme si ce troisième coup de crosse avait fait effet plusieurs secondes après. Pour elle, la vidéo se suffit en elle-même. Et limite, il n'y a pas à chercher plus loin. Comme si elle avait peur de ce qu'on pourrait trouver. Le policier explique qu'il y a eu mise en danger. Est-ce que ça, c'est quelque chose que votre client a constaté aussi? Écoutez, ça, je l'ignore. Est-ce qu'il y a eu des violations du code de la route, à savoir il roulait dans une allée de bus? Ça, on en a pu en entendre parler. Ce sont des faits contraventionnels et la justice pourra définir ce qu'il s'ensuit. Mais elle élude encore, là. Elle fait encore de l'évitement. Elle refuse de répondre et elle parle de faits contraventionnels. Excusez-moi, mais refus d'obtempérer, excès de vitesse, griller des feux rouges, tentative de fuite, conduite dangereuse pendant plusieurs minutes, sans permis, sans assurance, manquer de peu de renverser des gens, on est largement au-delà de simples infractions au code de la route. Hein. On est dans le délire, on est dans la mise en danger d'autrui, voire attentat quand on fonce sur les gens sans faire attention à eux. Il me semble que le policier, ce jour-là, a mis en danger tant les personnes dans l'entourage que les personnes dans l'habitacle. Mais une fois encore, c'est pas du tout ça qu'on lui a demandé. On lui parle du comportement dangereux de Nahel, elle parle du danger du policier. À mon avis, si Nahel et son Fouad étaient aussi innocents qu'elle le dit, elle n'aurait pas peur de répondre aux questions. Au contraire, elle serait ravie d'exposer à quel point son client et Nahel sont de bons garçons innocents, que l'on aurait diffamés et qu'on chercherait à salir à tort. Elle n'aurait pas peur d'exposer les faits qui iraient dans ce sens. Mais au lieu de ça, elle ne défend pas son client, elle attaque la partie adverse. Parce qu'à mon avis, Nahel et son client sont moins défendables qu'elle cherche à faire croire. Encore une fois, moi je sais pas, hein, je connais pas les faits, mais la manière de cette avocate de dissimuler les faits et la maladresse dont elle répond aux questions, ça me paraît pas net. Hein. Pour moi, elle n'est pas sincère et elle ne croit pas trop ce qu'elle dit. Et un point important aussi, sa manière de dire « il me semble ». Des précisions sur ce qui s'est passé avant, mais il me semble, moi, fondamental de revenir sur ce qui s'est passé. Oui, il me semble, moi ce que je tiens aussi à vous rappeler. Effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Il me semble que le policier, ce jour-là, a mis en danger. C'est assez équivoque, ça, comme façon de présenter les choses. Hein. Parce qu'elle-même, elle met un doute sur ce qu'elle présente. Et ça contraste fortement avec les déclarations de l'avocat du policier, qui lui évoque les faits avec assurance. Pendant 30 secondes, ils essayent, et à un moment, la voiture va repartir. Mon client voit que la voiture part avec son collègue dedans, et il faut l'arrêter. Deuxième raison, c'est lui-même, mon client, qui est sur le véhicule. Et quand la voiture part, il risque soit de passer sous les roues, s'il glisse, soit d'être écrasé contre le muret qui est à 40 cm de lui. Il y a 40 cm entre la voiture et le muret. Si la voiture part légèrement à gauche, elle l'écrase. Au final, est-ce que vraiment vous cherchez la justice ou est-ce que vous cherchez le chaos? La réponse, nous l'avons tous. Il semble convaincu de ce qu'il déclare, et il le dit avec conviction. Tandis que cette avocate, elle présente souvent les choses de manière très vague. Mais il me semble, moi, fondamental. Il me semble, moi, ce que je tiens aussi à vous rappeler. À mon sens, à ce stade, il n'y a que... Il me paraît important. Il me semble. Déjà, ce sont des implications personnelles, qui semblent basées sur son ressenti et non sur des faits. Comme si, justement, les faits en question, elle cherchait à les éviter et à s'appuyer non pas sur ce qui est factuel, mais sur ce qu'on peut ressentir. Et le fait justement qu'elle insiste beaucoup sur le traumatisme de son client et la souffrance de la famille de Nahel, semble bien confirmer
qu'elle préfère faire appel aux sentiments plutôt que d'argumenter et développer les faits. Ce genre de termes, je crois, il me semble, il me paraît, ce sont des incertitudes et des moyens de se désengager de ce qu'on avance. Je crois que je veux un avocat. En disant je crois, il se désengage de son discours pour nier sa responsabilité. Mais elle a raison au moins sur un point, la justice doit rendre son verdict, et c'est aux enquêteurs de déterminer qui est en faute ou qui ne l'est pas. C'est juste pour essayer de comprendre là aussi pourquoi l'intervention est aussi musclée. On essaie de comprendre. On essaye de comprendre pourquoi l'intervention est aussi musclée. Elle répond pas. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? La justice nous le dira, à mon sens, à ce... La justice le dira. Encore une fois, elle se cache. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle n'en connaisse pas les raisons. Et justement, si les raisons sont injustifiées, elle en parlerait logiquement. Car ça incriminerait encore plus les policiers, tout en lavant Naël et son copain. Donc à mon avis, encore une fois, si elle répond pas, c'est qu'elle sait des choses qu'elle préfère dissimuler. Il regrette d'être monté dans cette voiture. Écoutez, c'est une question peut-être qu'il faudra lui poser. Je pense que ce qu'il regrette, c'est que son ami soit pris une balle dans le thorax. Une fois encore, c'est de l'évitement, ça. On voit qu'elle ne veut pas répondre. Cette question est pourtant très pertinente, hein. Mais elle change encore de sujet, elle détourne la question pour victimiser son client et mettre toute la faute sur la partie adverse. C'est la question parce que, comme vous le savez, ce garçon n'était pas autorisé à conduire, malheureusement. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il exprime? Et je pense que son raisonnement ne va peut-être pas dans ce sens-là et reste concentré sur sa souffrance qui est, à mon sens, immense. Encore une fois, il serait intéressant de savoir quelle a été la réaction de Fouad pendant la course-poursuite. À moins qu'il ait fait la sieste, c'est pas possible qu'il soit resté de marbre, hein, en voyant les policiers les poursuivre et en voyant son copain Naël grillant des feux rouges, roulant à vive allure et manquant de renverser des gens. Vous n'allez pas me faire croire qu'il est resté tranquille, genre à se limer les ongles, sans faire attention aux accélérations, aux gyrophares, aux motos qui leur ont donné l'ordre de s'arrêter et tout et tout. Mais on voit que cette avocate nie sans cesse la responsabilité de Naël et de ses copains. Elle refuse de donner des détails, et une fois encore, elle se débarrasse de la question, qui la dérange, en changeant de sujet pour se concentrer sur la responsabilité des policiers. Mais bon, c'est un peu ça aussi, encore une fois, les avocats. Hein. C'est mettre toute la responsabilité sur les opposants, voire salir l'adversaire, et victimiser le client pour mieux avoir gain de cause. Après tout, c'est une avocate, hein, c'est pas un juge, ni une enquêtrice. Elle fait son boulot. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas inconcevable que les policiers se couvrent entre eux et déforment quelques faits et tirent profit des écarts de conduite et des antécédents judiciaires de la victime pour donner plus de crédit à leur version. Mais c'est dommage aussi que les journalistes ne lui aient pas mis un peu plus la pression à cette avocate. Parce qu'on remarque franchement qu'il la ménage. Elle passe pour une bonne avocate avec sa manière de diriger la conversation comme je l'expliquais, et c'est sûrement une bonne avocate. Mais je pense surtout que ce sont ses interlocuteurs qui la laissent faire. Et est-ce que le conducteur a mis en danger, dans les quelques minutes qui précédaient le drame, qui que ce soit? Écoutez, ça, je l'ignore. Est-ce qu'il y a eu des violations du code de la route, à savoir... On dirait presque des fois qu'ils ont pitié d'elle. Parce qu'ils voient peut-être qu'elle n'est pas à l'aise vis-à-vis de certaines questions. Et que donc, ils préfèrent ne pas insister. Et ça semble se confirmer en quelque sorte avec la dernière question. Parce qu'on remarque que cette question, que beaucoup se posent, est-ce qu'il regrette d'être monté dans cette voiture alors que ce jeune homme n'avait pas le droit de conduire? Le journaliste la pose au tout dernier moment, comme s'il avait voulu poser cette question depuis un long moment, mais qu'il n'osait pas le faire, pour ne pas mettre l'avocate encore plus mal à l'aise. Son immense peine, mais je vous pose aussi la question parce que, comme vous le savez, ce garçon n'était pas autorisé à conduire. Et on le voit encore dans le fait qu'il évoque avec beaucoup de douceur que Naël n'avait pas à conduire cette voiture. Sûrement quelque chose qu'il a exprimé hier devant l'IGPN, la question de se dire qu'il aurait préféré peut-être rester chez lui ce matin-là pour éviter de telles conséquences, mais je pense que son raisonnement ne va peut-être pas dans ce sens-là et reste concentré sur sa souffrance.
Et il se contente de la réponse complètement évasive de l'avocate, qui encore une fois refuse de donner des détails sur ce qu'il s'est passé, sur le degré d'implication de son client et la responsabilité de Naël. Elle profite juste de l'occasion pour répéter que son client n'est qu'une victime. Mais à mon avis, ça cache des choses. Est-ce que son Fouad ne lui aurait pas fait des confessions qui remettraient en cause la responsabilité ou la non-responsabilité de certains protagonistes de cette histoire? Sans compter qu'elle aborde un petit sourire hypocrite, cette avocate. Cette manière qu'elle a de sourire comme ça alors qu'on parle d'un sujet grave, et qu'elle est censée nous faire part de la douleur de son client dans une affaire d'homicide, encore une fois, elle ne me paraît pas sincère. Et encore une fois, le contraste est énorme avec l'avocat du policier, qui lui s'exprime avec conviction, avec beaucoup moins d'hésitation, sans bafouiller. J'ai évidemment plaidé pour qu'il ne soit pas mis en examen, parce que le cadre de la loi a été respecté dans ce tir, aussi choquant qu'il soit. Politique, le parquet fait de la politique, c'est juste pour apaiser les tensions dans la société. Alors moi je suis juriste. Vous êtes auxiliaire de justice, en l'occurrence. J'ai un magistrat du parquet qui dit les conditions n'ont pas été respectées. Je lui demande lesquelles. Et il ne sourit pas bêtement. Il ne fuit pas les questions qu'on lui pose. Pas de problème là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il tire? Il tire pour 3 raisons. La première, c'est parce que son collègue a... Et il regarde dans les yeux, avec un air convaincu de ce qu'il énonce. L'avocate de Fouad, elle, passe une bonne partie de l'entretien tête baissée, à fuir les questions, à changer de sujet, à bredouiller, à hésiter, comme si elle avait des choses à cacher. Oh non. Oui. Oui, tu prends parti pour le policier, ça se voit. T'es contre Naël et sa famille. Je ne cherche pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je parle objectivement par rapport à ce que j'observe. Oui, j'avoue que je suis scandalisé par le fait que des gamins écervelés aillent prendre des voitures sans permis et rouler comme des fous en méprisant la vie d'autrui. Mais je suis tout aussi scandalisé par le racisme. L'une de mes prochaines vidéos en parlera même. Le racisme, ça nuit à l'harmonie entre les êtres, et c'est un fléau de la société. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis plus scandalisé par des gamins qui tuent des innocents en faisant les cons que par la mort accidentelle d'un gamin irrespectueux qui mettait sciemment en danger la vie des autres. Mais j'espère que l'enquête révélera ce qu'il s'est vraiment passé, et si ce flic a vraiment tiré par racisme, et s'il n'avait pas à le faire, j'espère qu'il sera sévèrement puni. Surtout si c'est par racisme, parce que ça c'est vraiment inadmissible, et vraiment honteux de la part d'un policier. Alors bon, maintenant, c'est la fin de la vidéo, alors si vous n'avez rien à ajouter, au revoir. Ouais, en fait tu dis ça, mais c'est pas vrai. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'affaire Naël, on ne sait pas tout. Et moi j'espère que la vérité éclatera au grand jour et que le policier sera condamné ou réhabilité suivant la seule et unique vérité et que justice sera faite pour le policier et la famille de la victime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like d'encouragement fera plaisir. Je sais que je débute et que j'ai encore des progrès à faire, mais je fais de mon mieux. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à condition que vous restez respectueux. Soyez bienveillants et respectez-vous les uns les autres. À bientôt.